Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce dimanche 9 juillet. Le président Alassane Ouattara a participé à la 29e session du Conseil de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba. Il a largement été question de la réforme de l'organisation panafricaine. Le chef de l'État est rentré à Abidjan ce dimanche. 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique OCI. Au cœur de la rencontre, les défis et les enjeux auxquels fait face le monde musulman. Zoom ce soir sur ces femmes qui exercent des métiers longtemps réservés aux hommes. Dans les salons de coiffure pour hommes, ce sont en général des hommes qui sont également à la tondeuse, mais de plus en plus, on voit des femmes s'intéresser à ce corps de métier. Le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque 2017 est prévu pour le 5 août prochain. Ils sont en tout 5600 pèlerins ivoiriens cette année. Ils se préparent pour la réussite de ce voyage à haute portée spirituelle. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Il est rentré à Abidjan ce dimanche après-midi. Le président Alassane Ouattara a pris part au 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une rencontre au sommet consacrée à la jeunesse et à la réforme de l'organisation panafricaine. Le chef de l'État ivoirien a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, plusieurs autres membres du gouvernement et aussi par la chefferie traditionnelle. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique va se tenir à Abidjan sous la présidence du chef de l'État ivoirien. Les 10 et 11 juillet, les défis et les enjeux auxquels est confronté le monde musulman seront sur la table des discussions. Davis Oyo, Adama Kone. Alors qu'elle savoure son élection au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, que la Côte d'Ivoire est encore honorée d'abriter le 44e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Ces propos d'un diplomate participant à la réunion de ce lundi 10 et mardi 11 juillet illustrent bien la confiance de la communauté internationale envers le pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, rentré à Abidjan ce dimanche après-midi, présidera la cérémonie d'ouverture. Le nouveau président de la Banque islamique de développement, Banda Aja, est également attendu à cette rencontre qui marque d'ailleurs sa première sortie en Afrique subsaharienne. Au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les préparatifs sont à l'étape de finition. Rien n'est négligé. Pendant 2 jours, il sera question de réfléchir sur les défis du monde musulman. Les réalisations enregistrées entre 2 conférences feront l'objet d'échanges, tout comme l'examen des réalisations liées à la lutte contre le terrorisme et à l'extrémisme. Les questions d'ordre humanitaire et économique meubleront également ces 2 jours. Au final, les 57 délégations présentes au bord de la lagune ébriée consigneront le fruit de leurs réflexions dans la déclaration d'Abidjan. Direction le département de Kouto, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste y était en tournée. L'objectif de ces rencontres, sensibiliser les jeunes et les femmes à la création d'activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Charles Tatou. Ces rencontres d'échange, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, les a initiés pour assurer les populations rurales de sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives prises en faveur du développement de sa région. Avec les jeunes de Kouto, il a été question de l'unité des filles et fils, gage d'un développement harmonieux de la localité. Le ministre les a exhortés surtout à s'organiser en coopérative afin de bénéficier des projets gouvernementaux, non sans attirer leur attention sur les conséquences graves des activités de l'orpaillage clandestin. Nous avons également parlé de responsabilité des jeunes, de leurs responsabilités dans le domaine de la sécurité, de leurs responsabilités dans le domaine de l'orpaillage, qui est un réel fléau dans notre région. Donc nous les avons mis en garde et nous les avons également sensibilisés par rapport à ce qu'eux-mêmes pourraient faire pour
que leur situation s'améliore sans entrer dans ces choses-là qui sont hors des bonnes limites. Nous sommes vraiment conscients de ce fléau parce que après déjà quand leur paille arrive chez vous, dès que ils exploitent l'or, bon, la terre est détruite. La question de l'autonomisation des femmes préoccupe également le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Ses conseils pour la lutte contre la pauvreté dans la région de Kouto portent des fruits dans certains villages, par exemple à Mounini. Les 5 tonnes de riz, elles ont vendu une partie et elles ont réservé une partie à l'alimentation des enfants qui restent dans la cantine. Les enfants qui par moment ne partaient pas à l'école parce qu'ils n'ont pas à manger, aujourd'hui vont à l'école rien que voilà, parce qu'ils ont quelque chose à manger à midi. Bruno Koné a rendu visite aux femmes de cette localité sur leurs nouvelles parcelles cultivables. Ici, nous avons initié un projet qui a une envergure plus grande. Il s'agit en réalité de leur apprendre à pêcher plutôt que de leur donner régulièrement du poisson. Nous avons aidé à créer donc cette parcelle qui permet de faire du riz, qui permet de faire du maïs, qui permet de faire également du vivrier. Faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est la mission qui est assignée à l'ensemble du gouvernement par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. À Blességué, le ministre Bruno Koné a encouragé aussi ses filleuls à redoubler d'efforts pour leur autonomisation. L'autonomisation, l'auto-emploi au cœur d'un programme initié par le gouvernement ivoirien en faveur des jeunes des régions et districts. Ils vont bénéficier d'un financement de plus de 6 milliards de francs CFA grâce notamment à un appui de la Banque mondiale. Grâce Kando. Plus de 6 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de 8 500 jeunes des régions et districts de Côte d'Ivoire. Un financement provenant des 25 milliards de francs CFA octroyés par la Banque mondiale à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la phase 2 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC. Dans un premier temps, 10 régions et districts ont été retenus pour bénéficier de ce projet, d'où cette signature de convention entre le Bureau de coordination des programmes Emploi Jeunes, les conseils régionaux et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est la première fois que les RDCI, les régions en tant que collectivités décentralisées, ont été désignées pour conduire un projet en toute responsabilité. La Banque mondiale nous a fait confiance à travers le BCP. Elle nous a laissé le choix de réaliser ce programme. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui vient comme une véritable bouffée d'oxygène pour appuyer nos différentes initiatives en faveur des jeunes dans nos territoires. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique dit attendre beaucoup de ce partenariat. Il faut déjà que ces 10 régions puissent atteindre l'efficacité en termes d'insertion telle qu'attendue et de rendement. Bien sûr, avec la perspective qu'à l'avenir, les autres régions de Côte d'Ivoire pourront être atteintes. Au niveau des différentes collectivités, les conseils sont les plus grandes structures, les plus proches de nos populations. Pour la deuxième phase du PGDEC, ce sont au total 31 500 jeunes âgés de 18 à 35 ans qui vont bénéficier d'appui et de financement. Après le Maroc, c'est la Belgique qui accueille le ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pascal Kwaku Abinon est à l'école des meilleurs modèles administratifs. Mamadou Kwasi. Un véritable cours magistral donné par le ministre d'État, ministre du Budget et de la fonction publique à la délégation ivoirienne. André Flao a expliqué au ministre Pascal Kwaku Abinon et à sa délégation le fonctionnement de son ministère. Selon lui, son cabinet ministériel gère à la fois les 828 000 fonctionnaires belges et le budget du Royaume de Belgique, chose qui facilite une certaine maîtrise et la fluidité dans la gestion des ressources humaines et financières. Il a également indiqué les avantages d'un tel processus au ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration venu s'inspirer du modèle de fonctionnement de ce pays. Après le cabinet ministériel, Pascal Kwaku Abinon et sa délégation sont rendus au siège de l'ETNIC, entreprise publique de technologies nouvelles de l'information et de la communication, l'équivalent de la SNDI en Côte d'Ivoire. Ici,
Les responsables ont présenté au ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration les nouvelles applications de gestion des différentes administrations publiques belges. Des enseignants qui veulent être désignés dans une école passent par nos applications. Des étudiants qui veulent demander des bourses d'études passent par une de nos applications. Sous peu, des personnes qui voudront inscrire leur enfant dans une crèche passeront par l'une de nos applications. Mais nous ne travaillons pas en direct pour le citoyen, on fait des produits pour le citoyen, mais nous travaillons pour l'administration qui, elle, développe ses activités pour le citoyen. Des modèles qui pourraient être adaptés à la réalité ivoirienne pour rendre l'administration publique plus dynamique. Nous avons pour mission de moderniser l'administration ivoirienne, donc nous recherchons les bonnes pratiques, ceux qui ont les expériences déjà avérées dans ce domaine-là, parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, chaque ministère technique développe son système d'information. C'est ce que nous voulons éviter à l'avenir, et on va agréger tous les systèmes d'information des ministères techniques au niveau de la Commission nationale de la modernisation de l'administration. Au cours de ces séjours bruxellois, la délégation ivoirienne conduite par le ministre Pascal Kwaku Abina aura des séances de travail avec des différentes structures en charge de l'administration publique et plusieurs membres du gouvernement du Royaume de Belgique. Retour sur le sol ivoirien pour la 6e édition des journées promotionnelles des petites et moyennes entreprises. Les banques et les PME se sont engagées à donner plus de vigueur à leur collaboration et à instaurer un meilleur climat dans un partenariat gagnant-gagnant. Reportage. Comment faciliter l'accès des PME au crédit bancaire? Cette problématique majeure posée aux journées promotionnelles dédiées aux PME en mars 2017 trouve des pistes de solutions. Un document de 32 pages et une recommandation forte. Nous souhaitons la mise en place d'un comité qui sera amené à évaluer ces travaux et aussi à veiller à leur suivi. Car il est important que ce travail, que le fruit de ce travail soit peut-être apprécié par tous dans les mois à venir. Toutes les autres recommandations convergent vers la nécessité pour les PME de respecter les normes de gestion financière. Les banques, elles, devraient adopter une meilleure relation de confiance vis-à-vis de cette catégorie d'entreprises. Une complémentarité et une synergie d'action qui profitent aussi au trésor public. Si les PME se portent bien, ça nous permet d'étendre l'assiette fiscale, de baisser le taux de pression fiscale sur les grandes entreprises. Les PME, un réservoir pour la mobilisation des recettes publiques, mais surtout un bassin potentiel d'emploi pour les jeunes. D'où cette convention de partenariat signée entre la Fédération des petites et moyennes entreprises d'une part et l'Agence Emploi Jeunes d'autre part. La signature officielle de la convention que nous organisons aujourd'hui avec la FIPME répond à un objectif essentiel, celui de conjuguer les efforts entre l'État et le secteur privé en vue d'apporter une réponse rapide et durable à la problématique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. En 2017, les besoins des PME ivoiriennes s'élèvent à 3 571 milliards de francs CFA. Quant aux engagements des établissements financiers, ils tournent autour de 1 276 milliards de francs CFA. Un reportage signé Lanciné Bakayoko. L'exploitation sexuelle des enfants, un mal qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire. L'ONG SOS Violence Sexuelle a mené une étude sur le sujet. Son président, également enseignant-chercheur en psychologie, était l'invité du magazine de ce dimanche. Il a dressé le tableau de la situation actuelle dans le pays. Un extrait de son entretien avec Delphine Gla. Les enfants sont exposés parce qu'il nous a été rapporté des faits où des enfants de moins d'une année même ont été violés. Ce qu'on note en plus, c'est que tous les enfants de sexe féminin ou des enfants de sexe masculin, c'est-à-dire ça touche aussi bien les hommes, les enfants garçons comme les enfants filles. Mais ce qui retient notre attention, c'est que vous venez de dire qu'il y a même des bébés de 1 an, c'est ça? Oui. Même des bébés de moins d'1 an qui sont violés parce que... violés comment? Bon, vous savez, dans nos communautés, dans nos quartiers, souvent l'enfant, le bébé, il est en contact avec plusieurs personnes et par manque de contrôle des parents,
le soir, la maman découvre que soit l'enfant a subi des attouchements, ses parties génitales ont été perforées ou anales ont été perforées. Ce sont des cas qui nous parviennent quelquefois. Nous recommandons qu'on puisse renforcer la présence des services de protection des enfants sur l'ensemble du territoire, par exemple. Ensuite, on puisse renforcer la capacité opérationnelle des services de police, surtout pour que ces structures-là, si elles sont renforcées, puissent mener un contrôle des sites prostitutionnels pour éviter effectivement que des enfants, des mineurs soient en ces lieux. Autre élément, c'est de développer des activités génératrices de revenus pour les victimes de violences sexuelles. 20h15, petite incursion dans les salons de coiffure réservés aux hommes. Et ce sont en général des hommes qui sont également à la tondeuse. Mais de plus en plus, on voit des femmes s'intéresser à ce corps de métier et réussir à s'y insérer avec brio. Comment en sont-elles arrivées là? Comment leurs clients et homologues masculins les perçoivent? Des réponses dans ce dossier signé Chris Diomandé et Astou Touré. Samanké, sous-quartier de la commune d'Abobo. Ici vit Eva Kwadio. Depuis plus de 10 ans, elle exerce le métier de coiffeuse. Sa particularité est de coiffer les hommes. Un métier pas courant dans le milieu féminin. Car pendant plusieurs années, ce métier était exclusivement réservé aux hommes. Mais elle, par sa volonté, a décidé de prendre la tondeuse pour exercer cette profession. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'elle valorise la beauté masculine. Chaque jour, ce sont de nombreuses personnes qui visitent ce salon de coiffure. Comme j'ai pris la tondeuse, c'est tombé. Mais ça vibrait. Au fur et à mesure, je suis rentrée dedans depuis ce temps-là. J'ai aimé, franchement, je ne peux pas m'en passer de ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois que tous mes rêves que je réalise, c'est dedans, je fais tout. Je ne tends pas la main à quelqu'un, vraiment. J'aime ce métier. Je suis bien coiffée et je suis très contente. Et elle coiffe très bien, surtout elle est très accueillante. Et ce genre de métier, ce n'est pas permis à toutes les femmes d'avoir ce courage de faire cela. Mais elle a eu l'amour de son métier, de ce qu'elle fait. Comme Eva, la coiffure pour hommes intéresse bon nombre de jeunes filles. À preuve, au quartier Kolati, toujours à Abobo, après plus d'1 an d'apprentissage, Luciane Kwame exerce ce métier. La tondeuse n'a plus de secret pour elle. Une manipulation habile de la lame, preuve de l'amour qu'elle porte pour ce métier. Les hommes n'ont aucune complexité à se faire coiffer par elle. Elle est venue avec son oncle pour venir vers moi et il m'a dit ouais, voici ma fille, à tout moment qu'elle passe, elle dit elle est contente de te voir coiffer et donc elle veut travailler avec toi. C'est la seule que j'ai formée et qui a vite maîtrisé. Moi-même, je suis content d'elle. Lorsque je suis venue, les clients étaient un peu sympas. J'ai commencé à coiffer sans problème. Le jour où il venait me coiffer ici, je m'attendais à un homme. Parce que c'est un homme qui me fait coiffe d'habitude, mais ce jour-là, il n'était pas là. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu une femme qui était là. C'est elle qui m'a dit que c'est elle qui est là pour me coiffer. Mais j'étais beaucoup étonné, mais le jour que je suis venu, quand elle m'a coiffé, j'ai vu que vraiment que c'est bien, elle m'a bien coiffé. Selon Luciane, ce métier n'est pas sans difficulté. Souvent, certains hommes hésitent à se faire coiffer par une femme. L'implication de la femme dans ce métier autrefois réservé aux hommes est signe du changement de mentalité et la volonté par les femmes de se faire valoir dans la société. À l'instar des femmes chauffeurs de bus, de taxi ou mécaniciennes, le métier de femme coiffeuse est aussi un métier qui a bien sa place dans la société. Dans l'actualité politique, l'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Soro Brahima a été élu à l'issue du premier congrès extraordinaire du parti tenu à Yamoussoukro. Le nouveau président annonce le retour de son parti au sein du RHDP. Soro Corona, Kwadio Kwame. Soro Brahima est le nouveau président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire. Anciennement secrétaire général de cette formation politique, Soro Brahima va conduire les destinées de l'UPCI pour les 5 prochaines années. Il a été élu à l'issue du premier congrès extraordinaire du parti.
suite à la démission de son président fondateur le 10 juin dernier. Sorti du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'UPCI a annoncé son retour dans la grande famille du RHDP. Nous allons reprendre notre place au sein de la famille RHDP, de laquelle nous avons été absents depuis quelques moments. Nous allons avoir un dialogue franc, un dialogue exigeant avec nos partenaires dans le cadre de ce groupement politique. Plus de 2000 délégués venus des 4 coins du pays ont pris part à ce premier grand rassemblement de leur parti. Les congressistes ont travaillé sur de nouveaux projets, la charte, les statuts et règlements intérieurs du parti. De nouveaux logos et slogans ont été adoptés. Les partisans et sympathisants de l'UPCI ont également réfléchi sur l'orientation politique de leur parti. Nos premières priorités iront à la réorganisation de notre parti, notamment à la mise en place d'une nouvelle direction, à la mise en place d'un nouveau bureau politique, à la mise en place d'un conseil national. Et surtout, nous allons activement travailler à une implantation nationale de notre parti. Le congrès de l'UPCI a enregistré la présence des partis frères et alliés, dont une forte délégation du RHDP. Le président du directoire, Amadou Soumaoro, est venu apporter le soutien de la coalition des militants de ce parti, créé en 2009. L'UPCI, une nouvelle version, s'est engagée à travailler pour une Côte d'Ivoire nouvelle dans la paix, la fraternité et la concorde nationale. Parlons religion, le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque 2017 est prévu pour le 5 août prochain. Ils sont tous 5600 pèlerins ivoiriens cette année et bon nombre d'entre eux préparent ce voyage de haute portée spirituelle. Ils suivent des formations pratiques dans leurs différentes mosquées. Parc à se reconnaît. Rabbana, Atina, Fid Dunya, Asanatan, wa fil akhirati, Asanatan, wa qina. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni au Hadj, ni à Médine en Arabie Saoudite. Nous sommes dans la cour de la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Ces candidats au Hadj sont en pleine formation. Pour eux, il faut coûte que coûte réussir le pèlerinage en vue de bénéficier de ses mérites. Il y a l'imam Moussa qui est derrière. Pourquoi? Parce que par malheur, si le groupe se divise, ceux qui sont là, Moussa s'arrange à les récupérer pour pouvoir faire le tawaf pour ne pas qu'ils soient égarés à eux-mêmes. Leurs formateurs, expérimentés et habitués à aider les pèlerins à accomplir le 5e pilier de l'islam, entendent leur apprendre les différents rituels du pèlerinage. Je ferme. Un pèlerin mal formé, c'est un danger pour les autres pèlerins. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le connaître. Et surtout concernant le Hajj. Donc voilà pourquoi c'est très très important la formation, surtout la formation pratique, parce que le Hajj ne s'explique pas, mais ça se vit. Pour les candidats, cette formation dispensée leur permettra d'accomplir avec sérénité et quiétude le pèlerinage. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. Donc moi je pense que quand on se forme là, au moins on a une idée de ce qui nous attend là-bas. En venant se former, on apprend mieux comment faire le Hajj et on est sûr qu'on a un Hajj qui est vraiment agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Des candidats qui ont reçu la visite des responsables du commissariat du Hajj avec à leur tête l'imam Bachir Ouattara. Vous êtes un ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc voilà pourquoi nous venons, nous passons sur ces sites pour encourager les candidats qui ont déjà commencé et demander à ceux qui sont en train de cacher par tradition leur pèlerinage de sortir de leur cachette, de venir participer parce que la formation va continuer jusqu'au 16 juillet. Selon le premier responsable du commissariat du Hajj, les candidats auront droit à un diplôme à l'issue de la formation. Pendant que certains candidats sont en pleine formation, d'autres sont encore à la phase de visite médicale dans les différents centres de santé choisis pour la circonstance. C'est le cas pour ces fidèles musulmans venus pour leurs différents examens médicaux. Pendant ce temps, à la salle des réunions du commissariat du Hajj, les auditions des encadreurs des différentes commissions techniques sont organisées. Ces volontaires à l'encadrement des pèlerins sont soumis à des questions en arabe et en français des responsables du commissariat du Hajj et des responsables de la commission religieuse. Vous étiez combien dans votre groupe? Moi j'étais ici vol 6. C'était presque 45 personnes, je crois. Madame Saï. Madame Saï, comment? Madame À l'issue de ces auditions, nous allons pouvoir sélectionner les meilleurs qui vont participer, Inch'Allah, à l'encadrement des pèlerins du Hajj 2017.
Après les auditions, ces volontaires se disent confiants d'avoir convaincu le jury. Les questions, apparemment, ce n'est pas aussi très délicat. Voilà, même comme toujours quand on dit l'examen, toujours l'examen. Même si dans ce le Fatiha, il faut être prêt physiquement et puis moralement. Comme l'année dernière, cette année encore, ce sont 5600 pèlerins ivoiriens qui se rendront en terre sainte de l'islam en vue d'accomplir l'acte de foi. Le premier départ est prévu pour le samedi 5 août prochain. Ils sont 10 diacres et 7 prêtres à venir agrandir la grande famille de l'Église catholique du diocèse de Yopougon. Ces 17 religieux viennent d'être ordonnés. Ils sont désormais en mission pour annoncer l'Évangile et ils consacreront toute leur vie au Christ. Godefroy Kambawa, Grâce Kando. Le presbytérium du diocèse de Yopougon s'agrandit. 7 prêtres et 10 diacres viennent d'être ordonnés. Ces serviteurs de Dieu auront pour mission d'annoncer l'évangile au peuple de Dieu et d'être des témoins privilégiés du Christ. C'est une grande joie de se mettre au service de l'Église, de se mettre au service des pauvres, de se mettre au service du monde entier par cette ordination. Le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a consacré aujourd'hui comme son prêtre. Je suis vraiment heureux et ému d'être à la mission de Jésus-Christ. Parents et fidèles chrétiens de ces nouveaux ministres du Christ ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est une très bonne chose que l'Église de la Côte d'Ivoire grandisse de jour en jour avec de nouveaux prêtres et des nouveaux diacres. C'est vraiment une grâce de Dieu. Le célébrant principal, Monseigneur Antoine Koné, évêque du diocèse d'Odiéné, a invité les nouveaux prêtres et diacres à plus de responsabilités. Et nous ne voulons pas de prêtres fonctionnaires. Des prêtres fonctionnaires qui passent le temps au bureau. N'est-ce pas? Le Christ n'est pas mort au bureau. Le Christ est mort là où la souffrance était la plus extrême. Donc il convient que les nouveaux prêtres sachent pourquoi ils sont prêtres. Ils sont prêtres en vue d'aider le Christ à sauver le monde. Ces prêtres et diacres seront affectés dans les différentes paroisses du diocèse de Yopougon. Ils auront entre autres pour tâche d'administrer les différents sacrements aux fidèles et d'être à leur écoute. À présent, un tour de l'actualité internationale, l'actualité qui a marqué cette semaine, des échos du sommet du G20 en Allemagne, en passant par la grande marche conduite par l'opposition en Turquie. C'est dans le 7 sur 7 avec Herman Guivet. Agadez, dans le nord du Niger, plusieurs migrants affirment avoir été torturés en Algérie au cours de leur tentative de gagner l'Europe par la mer. Porte du Sahara dans le nord du Niger, Agadez est un carrefour où se croisent des milliers de migrants, pleins d'espoir de gagner la Libye et l'Europe, des migrants qui bénéficient de l'assistance des autorités régionales, de l'UNICEF et de la Croix-Rouge. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile. Il s'agirait d'un missile intercontinental qui aurait volé pendant 40 minutes, de quoi potentiellement atteindre l'Alaska. Une étape cruciale pour Kim Jong-un, qui veut pouvoir menacer les États-Unis. Le régime de Pyongyang, dirigé par Kim Jong-un, ne cesse de multiplier les provocations, ignorant les mises en garde des États-Unis et de la communauté internationale. La France a rendu hommage à Simone Veil, décédée le 30 juin dernier à l'âge de 89 ans. Elle fut longtemps l'une des personnalités les plus aimées des Français. L'hommage national a été marqué par une cérémonie aux Invalides à Paris. L'éloge funèbre de Simone Veil a été prononcé par Emmanuel Macron, le président français. Dans toute la France, les drapeaux européens ont été mis en berne sur les édifices publics, tandis que les drapeaux français ont été parés d'un crêpe noir. Le Conseil de sécurité des États-Unis s'est réuni à la suite du premier tir de missile balistique intercontinental opéré par la Corée du Nord. Washington a fait savoir par la voix de son ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, que l'une de ses options résidait dans la force militaire américaine. Washington pourrait notamment décider de rompre les relations commerciales avec tout pays faisant du commerce avec la Corée du Nord en violation des précédentes sanctions votées par l'ONU. Des heurts ont éclaté à Hambourg, en Allemagne, entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police qui a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser la foule. La ville du nord de l'Allemagne se préparait pour accueillir 28 chefs d'État dans le cadre du G20.
Première rencontre officielle entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine au cours du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne. Un thème a cristallisé les tensions entre le président américain et ses partenaires, le climat. À 19 contre 1, les États-Unis ont obtenu la reconnaissance d'une position différente, ainsi qu'une volonté de travailler avec d'autres pays pour l'utilisation propre d'énergie fossile. Ils cessent aussi immédiatement leur participation à l'accord. Le communiqué final du sommet a pris acte de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. En Turquie, grand rassemblement ce dimanche, entouré de près de 50 000 sympathisants. Le chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, est arrivé à Istanbul. Un grand rassemblement qui devrait marquer la fin d'une marche, qualifiée de marche pour la justice. Kemal Kılıçdaroğlu semble donc avoir remporté son pari, celui de dénoncer le pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, qu'il qualifie d'arbitraire et d'autoritaire. Plus que 12 jours avant les 8e Jeux de la francophonie, à l'occasion de cette rencontre internationale organisée par la Côte d'Ivoire, environ 80 délégations étrangères vont arriver dans le pays et aussi des milliers de participants. Le village des Jeux est situé dans la commune de Marcory. Au total, 33 bâtiments pour 2000 chambres doubles, dont 100 pour les personnes à mobilité réduite, vont accueillir les 4000 athlètes attendus. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous.